Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole. Alors si il devait y avoir un jour un ministre de la diplomatie ou des affaires étrangères à Mayotte, il s'appellerait Douchina, certainement. Il est avec nous. Président Douchina, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on plaisante avec ça, mais vous posez là en tant que spécialiste de la discussion, négociation en termes de diplomatie, ce qui s'est passé encore vendredi. Vous avez suivi ça de près, j'imagine. Oui, parce que vous parlez de beaucoup de choses. Rendez-vous le vendredi, Oui, oui. donc c'est ça. Il y a déjà la grosse réunion qui a eu lieu vendredi. C'est bien vendredi, Samuel. Oui, au Quai d'Orsay, avec Quai les d'Orsay. parlementaires. Non, je n'y étais pas. Oui, pas, mais vous l'avez suivi. Non, je vous avoue que je n'ai pas suivi. D'accord. J'ai appris ce qui s'est dit par les parlementaires, oui. Suivi, non. Est-ce que ce qui se passe, il y a des accords qui ont quand même, ça vous l'avez suivi, qui ont été signés pour la reprise des reconduites à la frontière, des accords qui ont été signés entre Paris et les Comores, et on a pu voir dans la presse également que le ministre des Affaires étrangères comorienne est allé ce week-end, si je dis pas de bêtises, Vendredi. c'est ça, pour parler avec les Russes, et on en reprend encore plein la figure. Deux choses que je voudrais dire. D'abord, le fait que la situation s'est un peu débloquée. Moi, je dis c'est un peu débloqué. Pour l'instant, avec les Comores, qui acceptent de recevoir leurs ressortissants, je dis c'est une bonne chose. Et je voudrais saluer les efforts de la diplomatie française qui ont pu obtenir des Comores qu'ils acceptent les reconduites à la frontière. Ça n'a pas dû être facile. Je sais que pour les Maoris... On s'est rabaissé un peu, Président, là. La France est quand même rabaissée, ou pas? Vous savez, je ne le dirai pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler de rapport de force. On n'est pas dans une question de rapport de force entre la France et les Comores, puisque ce sont deux pays indépendants qui ont des voix au niveau des Nations Unies, certes avec la France qui a un droit de veto dont les Comores n'ont pas, mais en termes de relations internationales, on est obligé de négocier, de parlementer pour que certaines choses se règlent. Donc je n'ai jamais conçu que la France puisse dire d'un ton vraiment menaçante aux Comores, vous vous taisez, et quel que soit le pays, quelle que soit la taille du pays, les ministères des Affaires étrangères, la diplomatie doit être déployée pour trouver des solutions à des problèmes qui... Voilà. Donc, dire qu'elle s'est rabaissée, je ne le dirai pas. Je sais que ça a été difficile. Donc, je voudrais saluer cet accord qui a dû être arraché difficilement, puisque nous savons très bien qu'il y a les élections qui s'approchent aux Comores et que cela fait qu'il y aura toujours une montée des enchères. Et puis, par rapport à ce que j'ai dû entendre, ce que j'ai pu entendre des déclarations des uns et des autres, je crois qu'il ne faut pas... aller vite en besogne en disant que ça y est, c'est réglé une fois pour toutes, je ne le crois pas. Parce qu'avec les Comores, avec tous ces pays, ces petits pays qui ont vraiment beaucoup de difficultés pour régler les fins du mois des agents, des fonctionnaires, il y a toujours ce risque, à chaque fois qu'il y a des soucis qui se présentent, qu'on aille se faire vraiment, qu'on va jouer la belle auprès d'une puissance étrangère pour mendier, pour quémander de l'argent ou bien des équipements ou que sais-je. Et quand on y va, on se fait, vraiment, on va charmer, sauf qu'on est obligé de, excusez-moi le terme, de se faire prostituer pour accepter tout ce que le pays en question va vous demander. C'est le cas, à mon avis, qui se passe avec les Comores et la Russie. La Russie, par rapport à sa présence en Centrafrique, a dû avoir une observation qui ne lui a pas plu de la part de la France. Et je suppose que c'est comme ça que les choses se sont passées. Comme ils ont eu Mohamed El Amin Souef Al Yaman qui était parti là-bas, ils ont dû lui demander de faire une déclaration et ils ont fait une déclaration pour moi qui est vraiment en complet décalage
avec les accords qui ont été signés, avec les accords que certainement le président Azali a dû lui demander de signer. Donc vous voyez, quand j'entends nos parlementaires, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, qui semblent dire ça y est, c'est décroché, c'est définitif, je ne le crois pas. Il suffit que demain, Mais alors à quoi servent ces accords, Président? Si effectivement à chaque fois, on a passé 5 mois, 6 mois, 7 mois sans reconduite à la frontière pour arriver à trouver un accord qui est tellement fragile qu'en moins de 48 heures, en quelques jours, il explose en plein vol. Vous me demandez à quoi ils servent. Je crois que c'est vraiment, il faut rester prudent. Ouais. Ils servent à désamorcer des situations de crise pendant le temps de la crise. Et puis après, il a mis 7 vous mois, allez, oui, malheureusement. Demain, les Comores iront vers la Chine pour demander une aide pour leur port. Eh bien, la Chine leur demanderait de remettre le problème de la France, de l'occupation de la France de Mayotte. Ils vont faire une déclaration. Demain, les Comores partiront vers l'Arabie Saoudite pour demander de l'argent pour refaire El Marouf, l'hôpital El Marouf de Moroni, et l'Arabie Saoudite leur demanderait de faire une déclaration, ils le feraient. Malheureusement, c'est pour cela que moi je serai très prudent. Je dis bravo pour les négociations, quel que soit le temps que ça a pris. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a voulu. Moi, je n'aime pas voir nos mamans tout le temps en train de revendiquer, d'occuper la préfecture pour faire comprendre à la France que Mayotte leur appartient. Donc, moi, j'aurais bien voulu que la France prenne le devant et qu'elle prenne la responsabilité sans que les Mahorais ne soient obligés d'avoir recours à ces moyens de pression. Et moi, ce que je voudrais dire encore une fois, je ne suis pas étonné que la Russie, qui n'est pas du tout un exemple de pays démocratique, qui puisse donner la leçon à la France et puisse ironiser sur la situation de Mayotte, puisqu'on sait très bien que là récemment, la Russie a arrimé la Crimée par un très très grand pont. Vraiment, ça, c'est pas un exemple de la démocratie. Donc, ces pays-là, je crois, ont besoin de connaître ce que c'est que Mayotte, ce que c'est que l'histoire des Mahorais, ce que c'est que la volonté des Mahorais, ce que nous c'est ça le problème. appliquons. C'est qu'on communique mal, on n'explique pas. Si. C'est ce que nous nous appliquons à faire maintenant, puisque à chaque fois que nous allons d'abord, dans les pays les plus proches de Mayotte, nous déployons notre force, notre énergie, notre talent à expliquer ce que c'est que les Mahorais, ce que c'est que l'histoire des Mahorais. Quand on explique à nos voisins africains quel est le parcours des Mahorais en termes de politique, ces gens-là comprennent. Et je crois que parler de ce qu'on ne sait pas, c'est toujours... ça entraîne toujours à dire des bêtises. Et l'idée de Mansour Kamardine qui consiste à dire qu'il faut qu'un Mahorais aille à l'ONU, prenne la parole et explique au monde entier le choix de Mayotte. Vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je suis vraiment très pour cette idée-là, puisque moi-même, en 2000, avant le référendum, la consultation des Mahorais, pour la départementalisation, j'ai fait des démarches à l'époque, aidé par la diplomatie française pour rencontrer d'abord le président de l'UIA qui était Jean Ping à l'époque, et des courriers ont été échangés entre moi et le président de l'Union africaine. Donc il était question qu'il me reçoive pour que je rencontre le bureau de l'Union africaine pour ensuite aller m'exprimer au niveau de l'Assemblée générale de l'UIA. Ça n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu des soucis au dernier moment avec ces pays-là et rien n'est vraiment certain. C'est pour vous dire tout simplement combien je suis d'accord, je suis convaincu que les meilleurs avocats des Mahorais au niveau international, ce sont les Mahorais eux-mêmes. Parce que jusque-là, nous avons eu des ministères, de la coopération, à l'époque, des délégués à la coopération, des ministères des Affaires étrangères qui se sont employés à parler de Mayotte au niveau international sans qu'on ait
jamais vu les Mahorais. Donc ça donne l'impression, le sentiment à nos interlocuteurs, aux interlocuteurs de la France, qu'il a des choses à cacher. Que les Mahorais sont des gens qui n'ont pas de parole. C'est des gens qui ne savent pas s'exprimer. Alors que ça, je crois que le jour où nous aurons l'occasion de nous exprimer, quelle que soit l'assemblée devant laquelle nous allons nous trouver, les gens nous comprendront. Parce qu'il y aura des cris de cœur, il y a vraiment les tripes qui vont parler, et ce sera plus convaincant que les termes diplomatiques qui sont employés. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Vous félicitez la diplomatie française pour le travail réalisé et les accords obtenus. Soit dit en passant, je vais sortir un tout petit peu du contexte rapidement. En 2014, vous êtes parti au sommet de la commission Océan Indien, je crois que c'était en 2014, et Claudine Ledoux, l'ambassadrice, ne vous avez pas reconnu comme invité et vous étiez resté en marge. En réaction, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, vous avez écrit, s'était excusé et avait dit qu'il ferait tout pour que Mayotte intègre la commission Océan Indien. Les années ont passé et la diplomatie nous a guère aidés sur le sujet. Là, là encore, on a une continuité, quel que soit le pouvoir qui est en place, qu'il soit de droite ou de gauche, quel que soit le bord. Malheureusement, je suis amené à le constater parce que des fois, il y en a beaucoup qui font de la politique politicienne. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir, ils tapent sur la gauche. Quand c'est la droite qui est au pouvoir, ils tapent sur la droite. Mais moi, j'ai constaté qu'il y avait une constance dans la diplomatie française parce qu'il y a des problèmes d'intérêt stratégiques, des problèmes géostratégiques, comme l'ont dit beaucoup d'entre nous avant moi, mais ça, on l'a compris. Et ces intérêts stratégiques et géostratégiques font qu'il y a toujours des ententes secrètes qui se font. Et pour ce qui se passe par rapport à ma présence en 2014 à Moroni pour la réunion de l'Union de la COI, j'ai du mal à croire que Claudine Ledoux n'était pas au courant que j'étais invité, qu'il y avait une lettre du ministère des Affaires étrangères qui est venue à la préfecture de Mayotte, qui a donné l'invitation au Conseil général, qui m'a désigné. Le président Daniel Zaïdani m'a demandé d'aller le représenter à Moroni. Et donc, quand j'ai quitté là-bas, j'aurais pu, parce que j'ai demandé à Claudine Ledoux d'assurer la solidarité de la délégation française, parce que si j'entrais dans la salle et qu'on me demandait d'en repartir, je ne l'aurais pas fait. Donc je l'avais bien averti et j'avais demandé à ce qu'elle soit ferme. Elle n'a pas pu me garantir sa solidarité, c'est pour cela que j'ai décidé de moi-même de partir. Et du coup, elle me demandait sur quels termes nous allions communiquer. Moi, je lui ai dit que je n'avais pas à négocier les termes de la communication et que tout juste après, j'ai fait des déclarations à la presse réunionnaise d'ailleurs, plusieurs presses réunionnaises m'ont interviewé. J'ai dit ce qu'il en était et puis, vous savez la suite, le ministre qui m'écrit pour s'excuser. On se souvient de cet épisode. 2 mots, on sort de l'actualité, encore que, ce matin, à Sada, les mamans sont en colère, les Bouénis sont en colère et s'en prennent à un enseignant d'origine africaine, semble-t-il. C'est quoi votre sentiment là-dessus? Moi, je trouve que c'est vraiment méprisant de la part du vice-rectorat de Mayotte de prendre des personnes, c'est vraiment méprisant pour les Mahorais, de la part du vice-rectorat de Mayotte d'embaucher des personnes dont on connaît bien les prises de position sur la question de Mayotte. C'est délicat. Et avoir ce professeur, je ne sais pas quel est son niveau, est-ce qu'il a vraiment la nationalité française, est-il régulier ou pas, mais je crois qu'on doit s'assurer de la moralité de l'ensemble des enseignants par rapport au pays où ils enseignent, si c'est des gens, d'une manière générale. Ça veut dire qu'il faut que les gens pensent forcément comme nous. Pas forcément comme nous, mais au moins qu'ils sachent garder la neutralité. Parce qu'un enseignant, je crois, il peut très bien avoir des positions philosophiques, d'ordre religieuse. Tout ça, il n'a pas à en faire part, ni à en faire étalage auprès des élèves. Ouais. Donc, quand on ne sait pas garder sa neutralité, on n'est pas un bon enseignant. Quand je suis enseignant, quelle que soit ma religion, juive, musulmane ou catholique, ou peu importe, je n'ai pas à en faire part à mes élèves.
Et quand je suis enseignant, que je sois de gauche ou de droite, ça c'est mon affaire. En dehors de l'enceinte scolaire, oui, je peux m'exprimer, mais pas devant les élèves. Donc cet enseignant-là, pour moi, est indigne. Il n'a pas sa place dans l'enseignement. Merci beaucoup, Président Douchina, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.